Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Le programme, il est sur l'écran. C'est notre économiste en chef de Gaspard Gestion, Hubert Cassin, que vous connaissez tous, journaliste économique et ancien patron d'Investir Journal des Finances et de BFM Business. Donc, je vais lui céder la parole pour la première partie de notre réunion sur les perspectives 2022. Et ensuite, l'équipe de gestion présentera Gaspard Croissance Dividende. Je suis tenu de vous annoncer, si ça ne se voit pas à l'écran, que cette réunion est en cours d'enregistrement parce que nous pourrons justement la passer à ceux qui n'ont pas pu être là. Je laisse donc la parole à Hubert Cassin. Merci Christian, merci à tous et bonjour à tous. Donc je vais essayer un peu rapidement de vous donner une petite analyse, un petit point de vue sur l'évolution macro de l'année, c'est le principe de faire ça au mois de janvier. C'est un peu mettre les consensus à l'épreuve. Alors, mettre les consensus à l'épreuve, c'est pas toujours très bon, puisque en bourse, c'est souvent les consensus qui dirigent, mais il y a des moments où il peut y avoir des ruptures. Donc, c'est un peu l'épreuve des consensus que j'ai voulu essayer de passer ou de faire passer à l'occasion de cette de ce petit exposé. Alors, en introduction, la slide suivante, voilà, les priorités qui vont guider la gestion de la conjoncture, la gestion, de ce qui va se passer en 2022. Pour moi, c'est encore et toujours l'emploi et le rééquilibrage des économies. Le rééquilibrage des économies, c'est donc toutes les études qui ont été faites sur les écarts de salaire et de fortune qui nuisent à terme à la croissance, et l'emploi, parce que même aux États-Unis où on a un taux de chômage qui est faible, on a un taux d'employabilité qui a beaucoup baissé, et quel que soit le discours des banques centrales ou des États, ça reste quand même les deux sujets importants, l'emploi et le rééquilibrage des économies pour diffuser plus largement les bénéfices de la croissance. Soutien des économies à tout prix, donc c'est ça la conclusion de ça, par les banques centrales. Là aussi, quelles que soient les déclarations, les banques centrales occidentales, en tout cas, sont là pour soutenir aussi bien la Banque centrale européenne que la Réserve fédérale, bien sûr, la Banque du Japon. C'est un cas un peu différent en Chine. Et troisième grand point, c'est la transition écologique avec des facteurs qui sont un peu centrifuges, hein, des facteurs qui jouent sur la croissance, des facteurs qui jouent sur l'inflation. Donc, en conclusion, sur ces priorités, encore de l'inflation des prix, qui se confirme, qui est de 2021, qui va se confirmer en 2022, notamment aux États-Unis, après l'inflation des actifs qu'on a connue, je dirais, depuis 2019, avec la hausse du bilan des banques centrales et notamment de la Réserve fédérale. Nécessité de hausse des salaires qui s'impose réellement, parce que l'idée quand même générale des gens qui gèrent les économies, c'est d'éviter un scénario à la japonaise. Et d'un autre côté, et donc c'est aussi ce qui finance ces priorités, les déficits des politiques monétaires, des excès d'épargne qui vont pouvoir être utilisés et qui donnent du carburant en plus du policy mix, les marges d'entreprise qui sont mobilisées pour le court terme, mais le grand sujet, ce sera quand même la reconstitution d'un potentiel de croissance qui n'est pas là. Alors, les tendances macro, donc la slide suivante, voilà les tendances macro. Je dis les mêmes causes produisent les mêmes effets, donc les banques centrales, encore une fois, le policy mix avant tout, et le rebond et la réouverture des économies, peut-être qu'elle va être même plus large. Elle est déjà plus large aux États-Unis, en Espagne, par exemple, qu'elle ne l'est chez nous. Tu me dis si ça marche? Allô? Oui, le rebond lié à la réouverture des économies. Alors, là j'ai pris Mundi, le leader. Les consensus sont plutôt plus modérés que la prévision initiale du FMI, qui tablait sur 4,9% de croissance. Vous voyez en bas, en haut à droite, pour le monde, Amundi était plutôt à 4. On est entre 4 et 4,5% en profitant de la dynamique de fin d'année et avec l'inconnu
évidemment, de la vague de cet hiver de la Covid, mais on n'aura pas parler, c'est pas dramatique. Ce qu'on note aussi, c'est le retard des zones émergentes qui va se confirmer. Vous voyez bien, ça c'est ce qui est en bas à droite, que les zones émergentes, elles font à peine mieux, même elles font moins bien, puis à peine mieux que les pays développés. Et ça c'est un vrai problème. C'est lié à la Chine d'abord, et c'est lié au fait qu'il va y avoir à nouveau une énorme divergence entre ceux qui exportent des matières premières, et notamment de l'énergie, et les autres. Donc, on a une croissance qui se ralentit, ça c'est en haut à droite, et c'est partout pareil, et un potentiel, à nouveau, qui ne se reconstitue pas dans l'année 2022. Alors, j'ai essayé de déterminer les catalyseurs qui sont attendus pour la poursuite de cette relance, hein. Donc, outre la libération des économies. Alors, l'investissement. Les banquiers centraux, depuis 2-3 ans même, disaient qu'il fallait que les budgets, les déficits budgétaires prennent le relais de l'argent gratuit qu'ils ont donné et distribué. Alors, ça va se passer. Là, bon, on a les plans américains, certains sont réduits, d'autres ne sont pas. Et puis, le fameux plan européen que vous voyez là. Donc, on a le passage de témoin au budget, mais une baisse des déficits, puisqu'on était dans le quoi qu'il en coûte, et donc les déficits vont quand même être réduits, puisqu'on ne va pas compenser des blocages qui n'auront plus lieu, les budgets. Donc, le pic des investissements des budgets publics, il est attendu pour 2030. C'est le moment où, malheureusement, l'aspect récessif du coût du carbone, de la croissance des prix du carbone, ne va pas se réduire. Au contraire, elle va continuer sur la même tendance. Donc, on a une croissance qui ralentit, bon, c'est ce qu'on a vu, un potentiel qui n'est pas relevé, mais la priorité générale à l'emploi et au rééquilibrage des revenus, s'ajoutant aux investissements climatiques, va entraîner une persistance durable des déficits budgétaires, et donc l'acceptation toujours de la reflation qui s'est déjà installée. Deuxième catalyseur, mais c'est le même, mais c'est un autre, si j'ose dire, c'est la Chine. Alors, la Chine est à la manœuvre pour cadrer une stabilisation. Vous voyez bien sur le graphe de gauche que la croissance va se normaliser, voire même être plus faible en Chine qu'elle n'a été, en tout cas que sa démographie ne pourrait le justifier. Le choix du président du Parti communiste, du secrétaire du Parti communiste et du président de la Chine, c'est de privilégier un modèle plus inclusif, la qualité de la croissance au détriment de la quantité. Donc le 20e congrès du Parti communiste de novembre va valider ce choix, va mettre même la pensée de Xi Jinping dans la Constitution, comme celle de Mao, etc. L'assainissement du marché immobilier qu'on a vécu, entre 17 et 20% du PIB chinois, c'est quand même monstrueux, montre la volonté est là. Donc, la tendance à moyenne terme de croissance, c'est ce qui est à gauche, ça se réduit. En revanche, ce qu'on a vu, c'est que le Parti communiste va cadrer quand même cette baisse, puisque au dernier trimestre de 2021, avec des méthodes relativement traditionnelles, hein, avec la dynamique du crédit, le financement d'infrastructures par le public ou le quasi-public, qui est extrêmement nombreux, la croissance a été maintenue quand même au 4e trimestre, et donc on est sur une pente qui est descendante, mais avec un travail qui évite les cassures, encore une fois, avec le côté politique. Donc là, c'était le côté investissement. Deuxième catalyseur, la consommation. C'est la slide suivante. Oui, la consommation. Alors, cet argent donné à carnet ouvert par les banques centrales et par les États, les ménages en ont profité plus pour faire de l'épargne que pour consommer. On a maintenu l'activité, mais l'épargne a été plus que largement reconstituée. Les taux d'épargne que vous voyez à gauche et qui sont même probablement supérieurs sont supérieurs aux moyennes, et notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe et notamment en France. L'épargne à vue, ce que vous voyez à droite, l'épargne à vue des Américains, c'est 1 an de revenus. Donc, et là, on ne parle pas d'immobilier, on ne parle pas de bourse, on ne parle pas d'actions. Donc, on a un stock de cash qui met à l'abri des impacts trop élevés qu'aurait l'inflation sur la consommation. Alors, catalyseur suivant,
la diffusion de croissance des bénéfices. Là, j'ai pris un graphe qui était dans Investir de cette semaine, qui vient d'ailleurs de Dorval. La diffusion de la croissance des bénéfices, elle est considérable. Cette crise est évidemment très atypique, avec ses mesures financières, monétaires et budgétaires, avec aussi une certaine résilience d'un certain nombre d'activités, bien sûr les activités liées au numérique, liées à la santé, mais tout un tas d'activités, malgré la dette de services, les voyages, etc. Donc, les chiffres d'affaires et les marges. Les chiffres d'affaires ont beaucoup progressé l'année dernière, et les marges aussi, c'est surtout ça qui est important. Les marges ont progressé avec des hausses de prix qui passent extrêmement bien. Elles passent extrêmement bien dans la consommation, comme on l'a vu, et donc si le client final peut le faire dans tout ce qui est intermédiaire et dans les industries, les hausses de tarifs, les hausses de coûts de revenus, et notamment, bien sûr, liées à l'énergie, sont très, très, très bien passées. Donc, la rentabilité, grâce évidemment au taux d'intérêt bas, il ne faut pas se faire d'illusions, et a atteint des niveaux qui sont absolument records. Les marges sont passées depuis 2019, entre 2019 et 2021. Les marges des sociétés cotées en Europe sont passées de 10 à 14%. C'est considérable, des marges. Et celles des États-Unis de 13 à 16%. Donc, on est dans des records absolus. Et donc, avec un phénomène d'entraînement. La diffusion de la croissance des bénéfices, c'est de l'investissement pour demain. Et donc, c'est vraiment les catalyseurs, c'est donc investissement public, le deuxième, la consommation qui permet de tenir et passer les charges, et la croissance des bénéfices. Alors, le point suivant, c'est ce que j'ai appelé les points de passage, c'est-à-dire soit les points d'accélération, soit les points de risque. Alors, le premier, c'est presque pour mémoire, c'est l'inconnu de l'épidémie. On a une épidémie qui, aujourd'hui, celle de l'Omicron est considérée par les marchés et maintenant aussi par un certain nombre d'autres facteurs, et notamment par les politiques, et, comme je le disais, en Espagne, par exemple, ou au Royaume-Uni. Donc l'Omicron a l'air d'être beaucoup plus diffusé, moins dangereux. Donc les marchés financiers ont pris ce pari dès son arrivée, mais ce qui est quand même l'inconnu de l'épidémie, c'est l'inconnu pour les années à venir, c'est qu'on s'est habitué à avoir des épidémies qui sont gérées par les États au risque de blocage des économies, de mesures extrêmement violentes. C'est quelque chose de tout à fait inédit, puisqu'on n'a jamais connu dans le passé des épidémies qui étaient gérées par les États de cette manière, en tapant sur l'activité, et c'est quelque chose qui s'installe. Donc c'est quelque chose qui pourra revenir, et là aussi c'est une question de jeu sur la croissance potentielle. Deuxième point de passage, la crise de l'offre. La crise de l'offre, c'est pas une blague, c'est une réalité. Vous le voyez sur le graphe de gauche, c'est les stocks. Les stocks, on est très très loin d'avoir reconstitué les stocks dans la tendance qui serait la tendance de l'économie, puisque les économies ont retrouvé en volume leur niveau d'avant-crise. Pourquoi on n'a pas constitué les stocks? C'est parce qu'on manque de matériel. On a désorganisé vraiment très très largement tous les circuits. Et le graphique de droite, qui est celui de la Fed, hein, qui vient de la Banque Populaire, des analyses de la Banque Populaire, montre qu'on est au plus haut des goulets ou goulots d'étranglement. Ce qui est certain, c'est que la Chine est désorganisée très durablement avec la stratégie de zéro Covid, qui est donc l'inverse de celle que nous on a choisie. Elle est prête, dans une politique de repli sur elle-même, à sacrifier l'économie, et donc à sacrifier l'économie de l'usine du monde, avec des pressions sur Taïwan, qui est aussi une des usines du monde, qui ont lieu. Donc on a une crise de l'offre qui va se poursuivre dans l'année. Alors ça n'a pas empêché le rebond de l'année dernière, mais ça joue notamment sur les prix, et puis il y a des points de rupture. Alors le point de passage suivant, c'est la démondialisation. Alors, la démondialisation, c'est le graphe de droite, hein, le graphe de la Banque mondiale. Le commerce international n'est plus
le facteur dominant pour la croissance. C'est lié à la stratégie chinoise, peut-être d'abord et avant tout. C'est lié aussi au fait qu'on s'est replié chez soi avec les blocages et finalement les gens sont habitués à essayer de travailler de chez eux et puis de travailler à l'extérieur, mais par voie numérique. On produit plus, hein, on produit plus chez soi. C'est lié aussi à la hausse des salaires chinois, hein, puisque l'écart de compétitivité a été réduit. Donc, j'ai mis le graphe du Baltic Index, qui n'est pas forcément le meilleur élément à droite. Donc, c'est le fret. C'est pas forcément le meilleur élément pour en juger, mais ce qu'on voit, c'est que vous voyez là que malgré les blocages en Chine, de certains ports, puisque en Chine, quand on bloque, on peut bloquer les 10, 20 millions de personnes, ça n'a pas l'air de gêner grand monde. Le taux du Baltique, du fret est revenu en dessous de son plus haut de 2019. Alors, autre point de passage, le suivant, les politiques climatiques. Alors, c'est un sujet un peu compliqué parce que elles sont facteurs, à mon avis, de stagflation. Pourquoi? Parce que les engagements pris par les pays ne sont pas crédibles. D'ailleurs, vous voyez là que tous les pays, à part peut-être les pays européens, ont des objectifs à 2030 ou à 2050 qui ne sont pas non seulement pas tenables, mais qui n'essayent même pas de tenir, semble-t-il. Donc, l'Europe et le Japon sont dans une voie plus offensive, mais on voit avec notamment les engagements de la coalition allemande qu'ils ne sont pas crédibles non plus. Donc, à la fois, c'est pas crédible, mais il y a une mobilisation de la finance qui est exceptionnelle, c'est-à-dire que la politique et la réalité des entreprises est très en retard sur la finance qui, elle, est surinvestie avec la création d'un début d'une bulle liée à ça. Mais les prix du carbone ont commencé à monter, et là, on a un facteur à la fois de compression de la croissance, et donc de la fameuse croissance potentielle, pas en 2022, mais derrière, et surtout on a un facteur inflationniste. Il n'y a pas de raison que les coûts de l'énergie baissent, qu'elles soient consommées d'une manière ou construites d'une manière ou d'une autre, et l'ensemble des contraintes climatiques sont des contraintes de stagflation, c'est-à-dire à la fois de moins de croissance et d'inflation. Je poursuis. Moi. Alors justement, le point de passage suivant, c'est l'inflation. Alors donc là, vous avez l'inflation telle qu'on l'a vue, donc qui arrive à ces 7% pour les États-Unis d'Amérique pour l'année dernière et 5% en Europe. Donc ça a été relevé sans cesse à la hausse. On est à des niveaux qui sont les niveaux là. C'est ces niveaux historiques. C'est pas la peine d'en dire plus. Donc l'inflation s'est installée au-dessus des anticipations et aux États-Unis et en Europe, mais surtout aux États-Unis, avec un phénomène d'entraînement sur les salaires qui est réel aux États-Unis, qui n'est pas encore perceptible en Europe, mais est-ce que l'Europe va tenir ça? Donc là, vous voyez les consensus qui sont là décrits par Exxon. Personnellement, je pense qu'ils sont les consensus sont très en dessous de ce qui va se passer et qu'aujourd'hui, on attend 2,5% l'année prochaine en Europe et 3, non, justement, on attend 2 et 3, et ce sera plutôt 2,5 et 3%, et 3,5%, pardon, aux États-Unis et 3,5 et 2,5 en Europe. Je pense on va relever à la fois l'inflation de 2022 et même l'inflation forward, comme on dit, l'inflation 5 ans dans 5 ans, à mon avis, tout au long de l'année, on va le relever à cause des éléments que j'ai donnés, les éléments de cash, d'investissement, de contraintes climatiques. Donc, il faut bien s'habituer à ce que nous ayons une inflation qui soit relevée à la hausse, et donc ce n'est pas toujours très bon pour les marchés, à cause du point suivant, qui, bien sûr, est lui des banques centrales. Alors, la gestion monétaire. Les banques centrales ont fait déjà depuis 2 ans le choix de l'inflation. Cet envolé du bilan de la Fed que vous voyez sur la droite, c'est une partie du bilan, mais c'est entre septembre 2009 au plus bas et au plus haut aujourd'hui, puisque la réduction, le tapering, ne fait que commencer, c'est le choix de l'inflation.
Et les banques centrales sont condamnées à continuer. Alors évidemment, on a ce tapering aux États-Unis qui existe, mais il faut bien financer les budgets. On ne comprend pas comment on pourrait financer les déficits budgétaires, et notamment les gros investissements, sans que les banques centrales jouent sur le marché obligataire. Et bien sûr, les taux courts, mais également le marché obligataire. Les taux directeurs et les taux, tout simplement, peuvent monter, mais on voit bien sur le graphe de gauche le potentiel qu'on voit, le petit trait bleu, pour reconstituer, juste pour effacer le taux réel négatif, il est extrêmement important. Et donc, on peut avoir des hausses de taux. On a eu hier un passage à 0% du rendement du Bund allemand, mais à part la Chine, qui va avoir une stratégie orthodoxe et qui va jouer probablement sur sa devise, on va, y compris en Europe, continuer à avoir des gestions monétaires extrêmement forte, avec néanmoins ce tapering qui fait qu'effectivement, va jouer sur les marchés financiers où on va chercher plus, sans doute, du rendement que de l'alpha, mais ça, on va revenir plus assez. Dernier point de passage. La politique et la géopolitique. Alors là, personne n'en sait rien, c'est ça qui est intéressant. Donc, vous avez une carte où il y a des endroits qui sont orange, qui chauffent plus que d'autres. Il va y avoir des rendez-vous un peu importants à l'automne, puisqu'on va avoir à la fois le 20e congrès du Parti communiste chinois et les élections américaines qui peuvent être difficiles pour Biden, pardon. Et la guerre la guerre commerciale, c'est le grand point géopolitique. Et il ne faut pas se faire d'illusions, ça va être le grand point, avec évidemment des impacts vraiment géopolitiques et pas seulement économiques, avec une focalisation sur Taïwan. L'économie continue à dominer également. En Europe centrale, c'est le problème du gaz et de la fourniture de gaz, notamment pour les Allemands, qui détermine l'évolution de l'Europe centrale et de l'Ukraine. Bon, et puis, on a en front donc, Taïwan. C'est très, très difficile de parler de ce genre de sujet qui peuvent péter à tout moment, mais la réalité des choses, c'est qu'on est en guerre sino-américaine, plus probablement que américaine, russe, mais ça peut péter tout le temps et ça risque de le faire, notamment, encore une fois, avec cette perspective de novembre, à la fois du 20e congrès et des élections de mi-mandat. Alors la conclusion, on a un cycle qui est atténué, mais qui va être géré assez fortement, une consommation soutenue, par le cash notamment, une transition climatique extrêmement laborieuse, mais surfinancée. Alors, ça se joue dans les deux sens. Des effets de relèvement de la croissance potentielle qu'on ne va pas, à mon avis, voir avant en tout cas la fin 2022, et des déséquilibres maintenus dans les secteurs de production, avec donc, comme je le dis, croissance économique, mais infléchissement réel forcément en 2023, croissance des CAPEX, notamment grâce aux dépenses publiques et aux investissements verts et au cash flow record. Donc ça, c'est quelque chose c'est un vrai point d'appui. Croissance des bénéfices par action, ça va continuer. Reflation des marges, soutenue par un pricing power qui est très fort. Gestion des banques centrales sans surprise, donc je ne dis pas plus. Inflation, bah oui, inflation. Et les risques, donc les épidémies, on va pas revenir dessus. Le grand sujet, c'est est-ce que la gestion monétaire peut faire peur au marché à un moment quelconque, comme ça a été le cas, et où que la crédibilité des banques centrales soit perdue vis-à-vis des marchés obligataires. C'est le cas de 94, donc aux des taux obligataires malgré les actions des banques centrales. C'est un risque. Aujourd'hui, le poids des banques centrales dans les émissions publiques fait que ce risque, il est quand même cadré. Il y a l'emballement de la récession climatique, puisque la récession, le climat, la politique climatique entraîne de la récession, il peut s'emballer. Et sur le dernier point de risque, c'est la géopolitique. Voilà, j'ai peut-être été un peu long, me dit Christian, mais voilà un peu comment je vois à l'épreuve des consensus. Philippe, je pense. Oui, merci Hubert pour cet exposé. Donc je vais maintenant rapidement, en 4 slides, vous présenter le scénario qui nous semble plus probable sur les marchés actions.
Voilà. Alors, notre vision, elle est positive sur les marchés actions, principalement grâce à une croissance économique attendue soutenue, comme on a pu l'entendre auparavant, également grâce à de belles perspectives de croissance bénéficiaire et des niveaux de marge élevés des sociétés. Pour ce qui est de la valorisation des marchés, vous avez le petit tableau à droite qui vous résume les principales hypothèses par zone géographique. Vous voyez qu'en Europe, la croissance des bénéfices pour l'année 2022 est attendue autour de plus 8%, avec un PER aux alentours de 14. Pour les marchés américains, ils sont plus chers. Le SP500, la croissance des BPA est attendue à plus 10%, avec un PER autour de 19. Et le Nasdaq, lui, PER à 26 et croissance bénéficiaire à plus 17. Donc, bien sûr, c'est là qu'il y a des niveaux de valorisation de certaines entreprises qui sont élevés, qui peuvent représenter des risques en termes de hausse des taux, et notamment dans le secteur de la technologie, mais également dans celui des énergies renouvelables. Slide suivante. Alors, la slide suivante présente un graphique intéressant sur l'évolution de la valorisation du stock 600 depuis 2008. C'est la courbe bleu-grisée. Alors, on voit bien que cette valorisation est élevée par rapport aux moyennes historiques, mais selon nous, c'est justifiable. Et c'est justifiable en particulier grâce au niveau des taux d'intérêt réels qui vont certes remonter graduellement, mais qui resteront malgré tout sur un niveau assez faible historiquement. Ensuite, nous allons aussi avoir un rendement du dividende qui va être attractif par rapport au niveau des taux d'intérêt. Nous aurons également une distribution soutenue des dividendes en 2022, suite en fait à une année 2021 plutôt bonne pour beaucoup d'entreprises qui donc vont délivrer des dividendes importants. Et puis ensuite, ces marchés seront aussi soutenus par des programmes de rachat d'actions annoncés qui constituent de forts soutiens pour les valeurs. La slide suivante. Alors, la slide suivante aborde l'évolution des taux d'intérêt et du comportement des marchés. Donc, ce graphique part de l'année 1988 jusqu'à nos jours, montre d'une part l'évolution des taux US et en parallèle l'évolution du stock 600 et du SP500. Et ce graphique montre que, à part l'année 1994, il y a une hausse des taux et une baisse des marchés. Dans le reste, les autres périodes, eh bien, les marchés actions n'ont pas baissé, mais à condition que cette hausse de taux reste graduelle et modérée. Et c'est l'hypothèse que l'on retient aujourd'hui, on l'a déjà dit précédemment. Alors, bien sûr, dans ces conditions de marché, il est évident qu'il va falloir être très sélectif. En 2022, bien sûr, on s'attend quand même à de grandes disparités de performance entre les valeurs et les secteurs. Alors, qu'est-ce que l'on va privilégier dans nos gestions? Bien sûr, les valeurs ayant un pricing power élevé, important dans un environnement inflationniste. On va également privilégier les valeurs qui vont bénéficier de la hausse des taux d'intérêt, valeurs financières, en particulier les bancaires. Des sociétés qui également, structurellement, sont gagnantes de la crise. Et puis, des valeurs décotées qui, elles, bénéficieront de la normalisation de l'environnement économique. On va rester à l'écart des sociétés fortement endettées, celles qui ont un faible pricing power, les sociétés également exposées aux pays émergents, qui me semble un point faible, et enfin, celles, et Hubert en a parlé, celles qui auront du mal à s'adapter au changement ESG et climatique. Alors, notre fonds Gaspard Croissance Dividende, on va vous parler un peu plus précisément, se concentre, lui, par construction,
sur des entreprises solides, qui ont de bonnes capacités à répercuter la hausse des intrants et à verser des dividendes en croissance ou à minima stable.